Que se passerait-il si le diable prenait l'apparence d'un être humain? Eh bien, on aurait affaire à cet homme, Kyung-chul. Un homme qui ne craint rien ni personne. De la prison à la mort, du policier violent au juge arbitraire, du délinquant menaçant au criminel sanguinaire. Un homme incontrôlable depuis son enfance. Un homme ayant toujours été fasciné par la cruauté et la violence. Un homme qui en grandissant a perdu son statut d'être humain au profit de celui de monstre. Un monstre sachant porter 1000 visages pour passer inaperçu auprès de ses proies. Un monstre qui ne voit les autres humains que comme des objets jetables, qui l'utilise à sa guise pour assouvir ses besoins sexuels. Un monstre qui ne ressent d'émotion que pour lui-même, et seulement guidé par ses pulsions malsaines. Un monstre qui n'anticipe pas plus loin que son prochain fantasme sadique. Un monstre vivant en marge et profitant de la bienveillance de ses victimes innocentes. Un monstre qui ne kidnappe pas par rancœur mais par ennui. Qui ne torture pas par haine mais par plaisir, bref. Un monstre cochant toutes les cases de la psychopathie. Le seul monstre ayant un score parfait au PCLR, faisant de lui la réincarnation même du diable. La douleur, je sais pas ce que c'est. La peur, je sais pas non plus ce que c'est. Le seul être insensible, incorruptible et inflexible, le seul être qui, à force de propager malheur, désespoir et haine, finit par propager sa propre psychopathie. Mais alors, que se passerait-il si cette force inarrêtable faisait la rencontre d'une autre force tout aussi indomptable? C'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui, en nous plongeant dans le duel le plus barbare de l'histoire du cinéma. Elle, c'est Julia, une éducatrice dans un orphelinat qui, un soir d'hiver, a le malheur de crever sur une route isolée. Alors qu'elle attend la dépanneuse, le conducteur d'un minibus s'arrête pour lui proposer de l'aide. Elle refuse poliment et patiente au téléphone avec son fiancé, Kim So-yoon, un agent des services secrets coréens. Dans la checklist de la psychopathie de Har, le score moyen de la population générale non incarcérée est compris entre 4 et 6 sur 40. Un homme comme Kim, malgré sa profession, obtiendrait une note située dans cette moyenne. En tant qu'agent de terrain, il pourrait récolter quelques points dans le facteur 1, comme le charme superficiel quand il doit passer inaperçu, l'absence d'empathie quand il doit appuyer sur la gâchette, et l'absence de remords quand il doit reproduire ses actions sur du long terme. Ce n'est pas le cas pour le facteur 2, incluant notamment impulsivité, manque de contrôle comportemental et délinquance juvénile, des traits qui sont à mes yeux absents de la personnalité de Kim. Son métier exige en effet un casier judiciaire vierge, une totale maîtrise de soi et la capacité à limiter les dégâts collatéraux dans un souci de discrétion. Il reste donc un être humain lambda, ne représentant aucun danger pour autrui lorsqu'il ôte sa casquette d'agent secret. On parle souvent des hasards de la vie là où on devrait parler des hasards de la mort. Une mort qui s'abat si couramment de manière injuste et inattendue. Julia, femme altruiste par excellence, a la malchance de tomber sur ce que l'humanité a de pire à offrir. Un monstre qui ne respecte ni les vivants ni les morts. Épuisée et affaiblie, elle lance un dernier appel désespéré à une quelconque empathie de sa part. Un appel qui demeurera sans réponse. Je suis enceinte. Laissez-moi vivre, je vous en prie. Le lendemain, un enfant découvre une oreille dans un champ et en alerte la police. Une gigantesque battue est organisée pour retrouver le corps sans vie de la victime. Kim et son beau-père débarquent sur place, chacun la gorge nouée, le souffle saccadé à l'idée de ce que les policiers vont retrouver. Malheureusement, comme un bon nombre de tragédies humaines, la réalité se révèle encore plus monstrueuse que le pire scénario imaginé. L'équipe médico-légale, venez ici, venez vite. C'est la tête. On a retrouvé la tête.
fini tard. Et j'ai pas tenu ma promesse. Mais, Julia, je te promets une chose. Ses souffrances à lui seront 1000 fois, non, 10 000 fois plus intenses. Kim est submergé par le chagrin, un chagrin d'autant plus renforcé par sa profession. Pendant des années, il a été formé au combat rapproché et à distance, équipé et à main nue. Des années à faire de lui une arme, un bouclier contre les injustices. Des années qui n'auront pas été suffisantes pour protéger sa fiancée. Ce qui le traverse est un mélange de tristesse et de haine de soi, couplé à un sentiment d'impuissance. 3 poisons affectant son rapport à lui-même et au monde. Face à ces poisons, seule la vengeance apparaît comme un remède potentiellement efficace. La vengeance est toujours décrite comme immorale et injustifiée, et ses auteurs sont trop souvent rabaissés au même niveau que ceux qui commettent des atrocités gratuitement. Il est trop rarement expliqué ce qui pousse des individus sensés à passer à l'acte. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons tenter de comprendre tous les mécanismes qui favorisent l'émergence du cycle tragique de la vengeance. Un cycle qui détruit les corps et corrompt les âmes. L'un des symptômes principaux du deuil est l'incapacité pour l'individu à se projeter vers l'avenir, car cet avenir se fera forcément sans l'être aimé. Cela se caractérise par de la rumination, un comportement qui consiste à ressasser les mêmes pensées négatives liées aux mêmes échecs et aux mêmes événements traumatisants. C'est donc une forme de prison mentale, où le malade est confiné dans le passé, car il ne peut imaginer un futur meilleur. C'est ce que Kim risque en cas d'inactivité. Une crise de conscience liée au fait de ne pas être parvenu à empêcher le pire. Le meilleur moyen d'éviter ce phénomène est d'orienter ses pensées vers l'avenir, et rien de mieux qu'un objectif clair et précis pour cela. Ici, il s'agit de retrouver et faire souffrir le monstre qui lui a retiré sa bien-aimée. L'agent secret mène donc seul l'enquête pendant ses congés, ce qui a pour avantage d'occuper son esprit. À la moindre baisse d'intensité, il retombera dans la détresse la plus totale. Il se sert alors de ses contacts et de son expérience dans le renseignement pour élaborer une liste de 4 suspects qu'il se charge de confronter. C'est là le début du dérapage, car ses actions ne sont pas effectuées dans l'exercice de ses fonctions, mais à titre personnel. Il est donc dans l'illégalité pure et simple, avec une entrée par effraction et des passages à tabac dont l'un se finit à coups de clé à molette dans les parties. Ces 2 premières victimes n'ont rien à voir avec la disparition de Julia, ce qui nous amène à nous demander une chose. Pourquoi tant de violence alors qu'il n'est pas sûr qu'elle soit infligée aux bonnes personnes ? Kim s'est toujours vu comme un homme fort et protecteur, du fait de ses années d'entraînement et de la nature risquée de son métier. Eh bien, le meurtre de sa fiancée fut une remise en cause violente de ce rapport à soi. Le fait de torturer des agresseurs sexuels, même innocents du supplice de Julia, lui permet de retrouver une forme de contrôle. Un contrôle absolu venant compenser l'impuissance qu'il habite depuis la mort de Julia. Il lui permet aussi de réaffirmer sa propre valeur et son influence sur le cours des choses. Ce n'est plus lui qui subit, c'est lui qui inflige. Son 3e suspect se nomme Kyung-chul, un homme isolé et solitaire vivant aux périphéries de la ville. Kim s'introduit chez lui et y fait une découverte cruciale, l'alliance de sa défunte compagne. Il est à présent sûr que la pourriture qu'il recherche est ici. Chauffeur, déposez-les directement chez elle. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Le diable est avec l'une de ses proies, une jeune adolescente qu'il est sur le point de traumatiser à jamais. Kim se présente au bon moment pour la sauver ou plutôt pour affronter son ennemi. Par un simple regard, Kyung-chul comprend que l'homme en face de lui est plus déterminé que jamais. L'expertise au combat de Kim lui permet de dominer son adversaire alors que ce dernier est armé. Chacun de ses coups est esquivé ou contré, et Kim finit par s'acharner sur lui au point de lui faire perdre connaissance. Il a alors la possibilité de mettre un point final à son existence, de réduire à néant le malheur qu'il peut propager. Mais est-ce que s'il le tue maintenant, alors qu'il est inconscient, justice sera rendue ? Cette quête d'une forme de justice est un autre élément de motivation pour se venger. Ne reste plus qu'à savoir comment.
Kim estime que octroyer à Kyung-chul 5 minutes de douleur et une mort sans souffrance serait très loin d'une sanction suffisante, au vu des sévices qu'il a infligés à ses victimes. L'agent secret le laisse donc en liberté et le force à ingérer une puce GPS pour garder sa trace. Cette volonté d'être celui qui sanctionne de manière supposément juste a un rôle salvateur dans le sentiment de culpabilité qui le ronge de l'intérieur. Elle lui donne l'impression que faire souffrir son ennemi lui permettra de se pardonner à lui-même son échec dans la protection de sa fiancée. Le problème est que cette logique le sort d'une route cartographiée et éclairée pour l'emmener vers un chemin sombre et dangereux. Avant de quitter Kyung-chul, il lui laisse une somme d'argent importante. Ce geste en apparence absurde est en réalité une nouvelle manière de se prouver à lui-même qu'il a le contrôle de la situation et qu'il est bel et bien au-dessus du diable auquel il fait face. Elle vise également à maintenir sa proie en vie, en facilitant son accès à des soins et ce, non pas par remords mais pour continuer à l'abîmer. Car à ce stade, Kim considère que la vengeance est encore trop chaude pour être consommée. Il décide donc de la laisser refroidir, afin d'en apprécier davantage la saveur. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un individu quand il se venge de la personne lui ayant fait du tort ? C'est une question à laquelle de nombreux neurologues apportent des réponses depuis une vingtaine d'années. Nous en avions parlé dans l'analyse sur Ellie de The Last of Us, dont le parcours émotionnel est similaire à celui de Kim. 2 études par IRM avaient permis d'établir l'aspect antalgique de la vengeance. La première de 2004 mettait en compétition plusieurs joueurs dans un jeu économique. Lorsqu'un joueur était trahi, il avait 1 minute pour décider s'il souhaitait se venger en sanctionnant financièrement l'autre joueur. Il a alors été remarqué qu'une punition infligée plus grande était associée à une plus grande activation du noyau codé. Cette zone est impliquée dans la prise de décision motivée par l'anticipation de gains. Autrement dit, ce n'est pas juste la vengeance qui procure du plaisir, mais la poursuite de celle-ci. La seconde étude citée, datant de 2016, impliquait également un jeu de coopération où les participants pouvaient se venger de ceux qui les avaient trahis. Il a alors été remarqué une activation du striatum ventral lors de l'application des sanctions aux traîtres. Cette zone est liée à la gratification et à la récompense. C'est là-dedans que la dopamine est diffusée et suscite cette sensation de plaisir. Ce que cela implique, que la vengeance peut se transformer en antidouleur pour pallier au deuil. Et c'est ce que l'on observe chez Ellie et Kim. Mais il reste une différence majeure entre nos deux individus. Une différence qui se situe dans leur rapport aux actions entreprises pour se venger. Malgré la noirceur de ses actes, il reste en Ellie une humanité qui l'empêche de sombrer totalement dans la psychopathie. On le voit notamment quand elle torture Nora pour obtenir des informations. Non seulement elle ne ressent aucun plaisir dans son acte, mais en plus, elle éprouve énormément de remords après coup. Pour Kim en revanche, c'est tout l'inverse. Chaque douleur infligée à son ennemi fait l'effet d'un shoot d'héroïne, et chaque souffrance lisible sur le visage de Kyung-chul est une extase de plus dans cette vengeance qui vire à la torture. Ces gains immédiats ont néanmoins un effet pervers, masquer ses conséquences à court terme. Kim est aveuglé par l'impact de sa décision. Il a laissé un fauve en liberté et dès lors, la gangrène se répand chez celles et ceux qui le méritent le moins. Déshabille-toi. Kyung-chul joue avec sa proie terrorisée avant son festin. Rien ne peut arrêter cet animal, si ce n'est Kim. Quand il se met sur écoute, il comprend tout de suite que quelque chose cloche. Heureusement, la jeune femme de 22 ans peut compter sur l'agent secret pour la préserver d'un traumatisme. Ou bien peut-être pas. Enfin si, il arrivera forcément à temps. Kim surgit de nulle part pour couper court au crime de son ennemi. Ce dernier fait tout pour le repousser, mais encore une fois, notre protagoniste lui prouve qu'il ne lâchera rien. Il maîtrise une nouvelle fois son adversaire et peut dès lors appeler la police pour l'envoyer derrière les barreaux pour le restant de ses jours, mais... Comme vous le savez tous, un tendon relie vos mollets à vos talons. Ce tendon est nécessaire pour l'inflexion du pied, la propulsion des pas et donc pour le déplacement de n'importe quel individu. Eh bien chez Kyung-chul, ce lien entre deux parties de sa jambe est sur le point de disparaître.
Kim est le responsable indirect d'un viol qui aurait pu être évité s'il avait livré Kyung-chul aux autorités. N'ayant plus donné de nouvelles à sa belle famille depuis des jours, ces derniers se doutent qu'il traque le tueur. Quand il reprend contact avec eux, sa belle-sœur le supplie d'arrêter ce qu'il est en train de faire, sans succès. Soo-Yoon, je t'en prie. Je t'en supplie, arrête tout. Ce que tu cherches à faire n'a aucun sens. Je suis désolé, je vais devoir raccrocher. Ce que je suis en train de faire, ça a du sens pour moi. L'égoïsme de Kim prend le dessus sur son empathie. Il a une promesse à tenir, faire souffrir Kyung-chul comme Julia a souffert. Le serial killer trouve refuge chez l'un de ses amis, ou plutôt, l'un de ses confrères. Un tordu aux mêmes pratiques que lui, mais y ajoutant une touche de cannibalisme. Pensant être en sécurité, les deux détraqués baissent leur garde, et c'est à ce moment que Kim décide d'intervenir. Il met rapidement l'hôte hors d'état de nuire, et au moment où il est sur le point de le sanctionner, Kyung-chul le surprend. Une course-poursuite s'ensuit dans cette maison de l'horreur, où le rôle des deux ennemis s'égalise, car nous n'avons à présent plus affaire à un chasseur traquant sa proie, mais à deux chasseurs se traquant l'un l'autre. Kyung-chul est armé d'un fusil et de son absence de peur, tandis que Kim dispose d'une barre en métal, de punaises et de sa discrétion. Un duel sanglant prend part, un duel qui se finit de la même manière que les précédents. Kim défonce les portes de la justice et pénètre dans le territoire du sadisme. Dans les années 80 et 90, les psychologues Baron Cohen et Batson ont séparé l'empathie en deux sous-types, l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective est la capacité à ressentir une partie des émotions des autres, tandis que l'empathie cognitive est le fait de comprendre par un raisonnement ce que ressentent les autres. Il est admis que les psychopathes ont un fort déficit en empathie affective, mais disposent d'une empathie cognitive intacte. Elle leur est très utile pour manipuler car elle leur permet d'anticiper les réactions de leurs cibles et de vérifier si leur stratagème fonctionne ou non sur elles. L'absence d'empathie affective les rend insensibles à la douleur qu'ils infligent. Pour certains psychopathes, la volonté de contrôle et d'exploitation des autres vire au sadisme, un trouble qui fait bouger le curseur de l'empathie dans le négatif. Ils éprouvent alors une empathie affective dite inversée, c'est-à-dire qu'ils ressentent du plaisir face à la souffrance des autres. On remarque ce phénomène chez Kim, qui à chaque fois qu'il torture Kyung-chul, fait preuve d'une forme de satisfaction qui vire à la dépendance. Le sadisme et la psychopathie ne sont néanmoins pas synonymes, et de la même manière que tous les psychopathes ne sont pas sadiques, tous les sadiques ne sont pas psychopathes. Durant leur troisième confrontation, on remarque pour la première fois à quel point la haine de Kim le consume. Il frappe son rival jusqu'à épuisement, et l'expression sur son visage nous dit beaucoup de choses. Comme un addict, la dose qu'il consomme n'est plus suffisante pour compresser la douleur enfouie en lui. Il lui faut plus, et c'est pourquoi il relâche à nouveau son ennemi. Mais ce qu'il ignore est que cette fois-ci sera la dernière. Une fois à l'hôpital, le tueur en série surprend un agent parler de la puce qu'il a dans l'estomac. Il réalise alors pourquoi son bourreau parvenait si facilement à le retrouver et à lui pourrir la vie. Quelques laxatifs plus tard, son handicap sur son adversaire disparaît. Le diable est désormais complètement libéré de ses chaînes. T'aurais pas dû provoquer ce mec-là. Hein? Il va se venger de tout ce que tu lui as fait. Tu vois ce que je veux dire? Ta copine et toute sa famille. T'en fais pas. Ta copine ne l'a pas fait que souffrir. Contrairement à moi, ce con donne toujours du plaisir avant d'infliger de la douleur. Il leur donne d'abord du plaisir. La vengeance est un cycle qui n'est pas seulement alimenté par les héros. Elle ne fait pas de distinction entre les bons et les mauvais, entre les sages et les cruels. Elle emporte tout le monde sur son passage. Notre protagoniste a par ses actions planté la germe de la vengeance dans l'esprit fertile d'un monstre. C'est donc à son tour de passer à l'acte, et rien ni personne ne pourra l'intimider.
L'objectif de Kyung-chul n'est pas d'imposer à Kim une torture physique, mais une torture psychologique. Il sait que l'agent secret est un être émotionnel doté d'une conscience. Il sait donc aussi que rien ne pourra le blesser davantage que de s'attaquer à ses proches. Son beau-père, à peine remis du deuil de sa fille, accueille sans le savoir la faucheuse chez lui. Cette dernière continue de semer la détresse et le désespoir autour d'elle, jusqu'à ce que la sonnette ne retentisse. Kyung-chul croit alors que Kim vient encore gâcher la fête, mais à sa grande surprise, il réalise que c'est en fait son jour de chance. Kim est en grande partie responsable des crimes commis par Kyung-chul. Depuis le début, il aurait pu le mettre hors d'état de nuire, mais sa souffrance a eu raison de lui. En cherchant à surmonter ses tourments, il a peu à peu adopté des traits de personnalité antisociaux. Rien dans son comportement n'indique un mauvais rapport aux femmes, mais nous avons par contre remarqué qu'il était habité d'une empathie négative à l'égard de Kyung-chul, et surtout d'un manque d'empathie à l'égard des victimes de ce dernier. Il a par 2 fois été témoin des atrocités dont le meurtrier était capable, mais a quand même fait le choix de le relâcher, mettant en danger des personnes innocentes. Cette absence de considération à l'égard de la vie de jeunes femmes et d'adolescentes me permet de lui octroyer 2 sur 2 en irresponsabilité. Il fait également preuve d'un manque de culpabilité quand il s'entretient avec sa belle-sœur. Il reste froid avec elle et rationalise ses actes de torture, en leur donnant un sens symbolique. Pour ces raisons, je lui donnerai 1 point à chacun des 3 derniers critères de la facette affective. Pour atteindre son objectif, il se sert de la compassion d'un de ses collègues pour obtenir de lui un gadget appartenant au service de renseignement. Il le convainc donc de voler pour lui. Il en va de même pour son beau-père, dont il se sert pour récupérer le maximum d'informations sur de potentiels suspects. Il lui fait croire qu'il agira dans la légalité afin de le persuader de lui révéler des informations sensibles sur l'enquête en cours. Pour ces raisons, il mériterait 1 point en parasitisme, en manipulation et en charme superficiel. Le mensonge à son beau-père n'est en revanche pas suffisant pour faire de lui un menteur pathologique, car il est ponctuel et car il n'y a rien dans sa personnalité qui nous montre qu'il invente aisément et régulièrement des histoires. Kim est selon moi plus du genre à dissimuler ses véritables intentions qu'à mentir. Concernant son estime de soi, même si la facette implicite est au plus bas, la facette explicite est quant à elle grandiose, puisqu'il met son besoin égoïste de vengeance devant la sécurité de nombreuses personnes. Kim s'érige également en juge, juré et bourreau, et est convaincu que tout ce qu'il entreprend est justifié et moral. Pour ce qui est du reste du facteur 2, nous avons vu précédemment que sa profession impliquait un casier vierge et une grande maîtrise de soi. C'est sur ce second aspect que l'on voit un grand changement. Même s'il parvient à se retenir de tuer son ennemi plusieurs fois, son comportement reste difficilement prévisible. On ne sait pas combien de fois il le relâchera, à quel moment il le surprendra pour le passer à tabac et pendant combien de temps il le maintiendra en vie. Kim est incapable de percevoir les dommages collatéraux que ses actes entraînent, car sa vision est non seulement centrée sur lui-même, mais surtout orientée sur du très court terme, à savoir la réduction la plus rapide de sa douleur émotionnelle. Cela passe par l'exécution d'une sanction jugée juste, une sanction qui occupe son esprit, qui le pousse à prendre des risques inconsidérés et qui devient rapidement une sorte d'addiction. Une addiction comportant coups et blessures, kidnapping, obstruction d'enquête et mise en danger de la vie d'autrui. Il obtient au départ un passe-droit de la police sur ses actes, mais il est rapidement rappelé à l'ordre. Malgré cela, So-yoon continue de braver la loi. À l'arrivée, il obtient une note de 22 sur 40 au PCLR, avec 14 sur 20 au facteur 2, indiquant une grande prévalence de comportements antisociaux ayant de forts dommages collatéraux. Il n'est pas un psychopathe au sens européen ou américain, mais il s'en rapproche, avec un score 4 fois plus élevé que la population non incarcérée. Alors, ça y est, t'as compris? Personne ne s'attaque à moi, pauvre connard ignorant. À ton avis, qui a gagné? C'est toi qui as gagné ou c'est moi? En voulant détruire le diable, Kim So-yoon s'est détruit lui-même et a détruit ses proches. Quand il se rend chez sa belle famille et constate les dégâts, un nouveau sentiment de culpabilité le submerge. Il devine que sa belle-sœur n'a pas simplement été agressée physiquement et s'en veut terriblement. De son côté, Kyung-chul, se sachant condamné, décide de se rendre à la police plutôt que de leur laisser le plaisir de l'arrêter chez lui. Il a réussi sa vengeance, mais la vengeance est un cycle que seule une mort réelle ou symbolique peut arrêter.
So-yoon ramène Kyung-chul là où tout a commencé, afin de mettre fin à leur duel ultra-violent. Il va au même endroit où le tueur a abusé de tant de femmes et utilise la même guillotine dont le tueur s'est servi tant de fois. L'ironie du sort est que le diable est à la même position que ses victimes, et comme elle, il supplie son bourreau de l'épargner, mais ce dernier rejette son appel. Kim pense alors l'avoir brisé et lui pose une ultime question. Tu te rends compte de ce que tu as fait? L'une des dernières volontés de Kim So-yoon est intéressante et cohérente avec ce que la psychologie a démontré. Une étude de 2012 a en effet révélé que dans un acte de vengeance, ce qui procure le plus de plaisir n'est pas tant la souffrance infligée au bourreau, mais la capacité à lui faire comprendre l'immoralité de ses actes. En obligeant le condamné à reconnaître ses torts, la victime trouve un apaisement nourri par le sentiment d'avoir restauré une forme de justice, elle-même véhiculée par le message transmis. Le seul problème est que cela ne peut que fonctionner contre des personnes dotées d'une morale. Kim est malheureusement confronté à un mur, à un objet inamovible et imperméable à une once d'humanité. Son bourreau est un monstre, qu'aucune belle parole, substance ou torture ne peut ramener à la moralité, car il n'en a jamais eu. T'étais suffisamment amusé avec moi. Épargne-moi tes conneries, espèce d'enfoiré. L'appel à l'empathie de Kyung-chul n'était en réalité qu'une dernière tentative de manipulation. En ne reconnaissant aucun de ses torts, il assène le coup de grâce psychologique dans l'esprit de Kim So-yoon. L'agent secret ramène alors le fils et les parents de Kyung-chul pour appliquer son plan machiavélique, laisser le destin du diable entre les mains de sa famille et de son instrument de torture. Pourquoi ça s'ouvre pas? N'ouvre pas! C'est quoi cette connerie? Le bordel! Qu'est-ce qu'il vient de foutre ici, les vieux? Maman! N'ouvrez pas! Non! Non! Arrêtez! N'ouvrez pas cette putain de porte! N'ouvrez pas cette porte, bordel! Allez-vous-en! Kim So-yoon ne s'est pas transformé en l'égal de son ennemi, mais il est devenu la pire version de lui-même. Autrement dit, la version la plus inhumaine qui soit. Voilà ce que Kyung-chul a réveillé en lui. Des comportements cruels, risqués et dangereux pour les autres. À la fin, l'agent secret n'a pas simplement perdu son humanité, il a perdu tout ce qui le maintenait à l'écart de la souffrance. Quand on reprend les 4 éléments qui lui permettaient de lutter contre le deuil de sa fiancée, chacun d'entre eux a disparu avec la mort de Kyung-chul. Le plaisir lié à la vengeance et la volonté de contrôle se sont volatilisés aussi vite qu'ils sont apparus, car il n'y a plus personne à sanctionner. Il en va de même pour le désir de justice, qui n'a pas été assouvi car le tueur n'a jamais reconnu ses torts. Le dernier élément est sûrement le plus douloureux, car l'absence d'objectif futur oblige Kim à affronter son passé et à réaliser l'étendue des dommages qu'il a causés autour de lui. Ces traits de personnalité psychopathique sont donc voués à disparaître ou plutôt à reprendre sommeil, afin de laisser place au chagrin, à la culpabilité et au remords. Quand il marche seul réalisant ce qu'il vient de faire, nous constatons qu'une partie de ce qui faisait de lui un être humain n'est plus. Cette opposition barbare aura donc tué 2 hommes. Et le corps de l'un d'entre eux continue de marcher mécaniquement sous nos yeux. Benjamin Franklin a dit un jour « Certaines personnes meurent à 25 ans et ne sont enterrées qu'à 75. »
J'espère que tu souffriras encore, même après ta mort.